Merci beaucoup Sophie. Je vais donc appeler maintenant le professeur Stéphane Aulon, qui est donc chef de service du département chirurgie aortique et vasculaire à l'hôpital Marianne-Langue et qui va nous présenter son projet EndoVX, qui est donc un projet qui a été lauréat de l'appel à projet RHU, Recherche Hospitalo-Universitaire, pour un montant de 17 millions d'euros. Gros projet collaboratif avec 7 millions d'euros de subventions par l'Agence nationale de recherche, projet qui a été accompagné, labellisé par Medicine. Merci beaucoup, Medicine et l'Académie de me donner l'opportunité de présenter ce projet RHU que l'on a nommé EndoVX. Et donc, je suis le coordinateur scientifique et je parle au nom de tous les acteurs impliqués dans ce projet. L'objectif a été d'avoir une vision disruptive de la chirurgie mini-invasive aortique dans les années qui viennent. Et donc, pour ce faire, je vais vous parler un petit peu de chirurgie aortique. Alors, ça m'a complètement changé mes diapos. Écoutez, c'est pas grave. Voilà, je vais donc pour vous parler de chirurgie mini-invasive aortique, je vais vous parler d'anévrisme de l'aorte. L'anévrisme de l'aorte, c'est une dilatation de l'aorte, et cette dilatation de l'aorte, avec le temps, elle peut amener à une rupture aortique qui est associée à 90% de mortalité. Donc, pour prévenir cette rupture, on a fait pendant des années, on a tous été formés, tous les chirurgiens vasculaires, à la chirurgie ouverte, conventionnelle, avec une laparotomie ou une voie rétropéritonéale, et c'est ce que l'on voit ici sur la droite. Mais depuis la fin des années 90, on a la possibilité de faire un traitement endovasculaire, c'est-à-dire qu'on va aller mettre à l'intérieur de l'aorte malade une aorte synthétique, et le traitement classique est une endoprothèse bifurquée qui démarre sous les artères rénales. Et donc, depuis la fin des années 90, il y a eu beaucoup de générations d'endoprothèses, et on a à l'heure actuelle, ça c'est un exemple d'une endoprothèse que l'on utilise aujourd'hui, et ces endoprothèses sont un mélange de squelettes métalliques, ici avec du nitinol, qui est donc un alliage à mémoire de forme, et une enveloppe étanche pour exclure la lésion anévrismale, qui est faite soit de polyester, comme c'est le cas ici, ou de PTFE. Et donc, pour ces anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale, ça marche très bien. Ça marche très bien si vous respectez ce qu'on appelle les IFU, les Instructions for Use des fabricants d'endoprothèses, parce qu'évidemment, si la zone d'aorte saine sous les artères rénales est trop courte, s'il y a trop d'angulation, si elle est trop dilatée, vous n'aurez pas une bonne étanchéité. Et ça fait très longtemps que l'on sait ça. Ce papier publié il y a plus de 10 ans sur plus de 10 000 patients montre que si vous n'êtes pas rigoureux dans vos indications, vous n'allez pas avoir des bons résultats. C'est un des vrais problèmes, et donc il ne faut pas pousser l'indication. Et pour ces patients qui ne peuvent pas bénéficier de ces endoprothèses standards, on a maintenant des endoprothèses sur mesure, des endoprothèses avec des fenêtres ou des branches qui nous permettent d'obtenir une étanchéité plus haute dans l'aorte pour exclure ces anévrismes par ces techniques mini-invasives. C'est juste un détail, vous voyez, d'une endoprothèse avec des fenêtres ou une échancrure proximale. Et vous voyez la branche qui est implantée à travers la fenêtre vers l'artère cible, qui est souvent une artère rénale ou une artère digestive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement aux endoprothèses que je vous montrais au départ, qui sont standards, off the shelf, là, on est sur du sur-mesure. Donc, il va y avoir une endoprothèse fabriquée pour un patient, et vous allez comprendre que ça génère pas mal de problèmes, notamment le fait de pouvoir faire un planning très rigoureux pour parfaitement s'adapter à l'anatomie du patient. Et pour ce faire, on a recours à des stations de travail 3D, et on passe pas mal de temps à faire des mesures pour bien déterminer la longueur de la prothèse et la position des différentes fenêtres et branches. Donc ça, c'est un résumé de toutes les mesures que l'on doit faire pour concevoir ces endoprothèses. Ensuite, on va implanter l'endoprothèse par technique mini-invasive, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'ouverture de l'abdomen ou du thorax, on va passer essentiellement par le pli de laine, par les artères fémorales. Donc dans des salles hybrides, des salles dans lesquelles on peut faire de la chirurgie ouverte et de la chirurgie guidée par l'image. Et pourquoi c'est intéressant aussi de s'arrêter un petit peu sur ces salles hybrides, puisqu'on va avoir accès à des techniques d'imagerie avancées, et notamment la fusion d'images. On va aller intégrer sur l'image le rayon X, la réalité augmentée dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire l'image de l'aorte du scanner préopératoire. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Quand j'avais amené mon fils au bloc, il m'avait dit que je jouais à la PlayStation toute la journée. Vous voyez, on a en gris l'image de rayon X, et l'image de l'aorte qui vient du scanner préopératoire. Donc là, j'ouvre la prothèse. Là, je suis en train de passer à travers la fenêtre rénale gauche un petit cathéter pour aller
me positionner dans l'artère rénale gauche. Donc ça, c'est des outils de fusion qui ont été développés par les différents fabricants de salles hybrides, et notamment ici General Electric, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Et en fin d'intervention, on va faire une acquisition 3D qui va nous permettre de vérifier que la réparation est efficace. Et donc, je vais pouvoir générer, grâce à cette acquisition 3D, des images type scanner avec différentes reconstructions dans tous les plans d'espace qui vont me permettre de savoir si j'ai bien exclu l'anévrisme, s'il y a une fuite, si une des artères et une des branches est pliée. Ce matin, par exemple, en faisant cette imagerie, j'ai vu que l'artère qui allait, la branche qui alimentait la mésenterique supérieure était pliée, donc j'y suis retourné, j'ai réouvert cette branche, ce qui a permis au patient finalement de ne pas revenir au bloc 2 jours après lorsqu'on lui fait son scanner post-opératoire. Tout a été réglé dans le même temps. Donc, grâce au R&D de l'industrie de l'endoprothèse, grâce au R&D de l'industrie de l'imagerie, finalement, on traite des patients de plus en plus complexes, des anévrismes thoraco-abdominaux et maintenant, depuis quelques années, des anévrismes de la crosse aortique par ces endoprothèses branchées. Et donc là, un exemple, par exemple, d'un patient qui était à la fois un thoraco-abdominal par une endoprothèse branchée et aussi un anévrisme de la crosse. Alors, maintenant que je vous ai dit que c'était formidable, je vais quand même vous parler de tous les problèmes que l'on a. Et le premier problème est le problème de l'indication et du suivi de ces patients. On passe beaucoup de temps sur les stations de travail à faire des mesures pour savoir si les patients doivent être opérés et au cours du suivi pour savoir si la réparation a été efficace. Ensuite, lorsqu'on décide de traiter ces patients, je vous ai dit, il faut faire plein de mesures pour concevoir une prothèse qui s'adapte parfaitement à l'anatomie du patient. Aujourd'hui, cette étape de mesure, elle dure à peu près 1 mois et on fait un petit peu des va-et-vient entre le fabricant d'endoprothèse et le chirurgien, le temps de formaliser, finaliser un sizing. Une fois que cette étape a été faite, on signe le plan, on va demander au fabricant de prothèses de fabriquer cette endoprothèse. Et là, c'est une étape qui dure entre 2 et 5 mois. Donc, vous imaginez un patient qui est venu vous voir avec un gros anévrisme, on lui a dit « vous avez une bombe dans le ventre ». Revenez me voir dans 5 mois, la prothèse sera livrée. Donc, un gros problème. Et ensuite, il y a quand même un challenge au bloc opératoire et en moyenne, ces interventions peuvent durer plus de 3 heures et on peut être au cours du suivi, avoir des fuites et devoir faire des interventions secondaires. Donc, notre vision disruptive de toute cette approche mini-invasive de l'aorte, elle est résumée en bas et je vais vous montrer point par point tout ce que l'on va développer au sein de ce RHU et tout ce qu'on en a déjà développé pour avancer, être plus rapide. Alors, premièrement, une mesure automatique des différents diamètres de l'aorte grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un travail en collaboration avec Incepto, qui est une boîte française qui a développé avec l'intelligence artificielle plein d'applications pour le domaine de l'imagerie médicale. Et on a développé avec eux donc l'algorithme ARVA qui permet de mesurer donc automatiquement l'aorte. Une première version de ce soft est disponible. Elle est marquée CE et nous l'avons évaluée sur une publication qui a permis de valider les résultats. Donc le pipeline de l'algorithme a été dans un premier temps à partir d'un scanner injecté, de localiser l'aorte au sein de ce scanner, de segmenter l'aorte. Et toute la difficulté, c'est que à peu près toutes les stations de travail peuvent automatiquement segmenter la partie injectée d'un scanner injecté. Mais là, l'intérêt pour nous, c'est de prendre toute la paroi aortique en incluant le thrombus et en incluant la paroi externe. Et donc ça, c'est vraiment la particularité. Et une fois que l'aorte a été segmentée, avoir une ligne centrale qui passe par le milieu de cette aorte, segmentée en différents segments et ensuite faire des mesures perpendiculaires à cette ligne centrale. Voilà cette fameuse segmentation de l'aorte et vous voyez bien que c'est la partie externe et non pas que la partie circulante avec du contraste. C'est là toute la difficulté. Et en pratique courante, comment ça se passe? Vous faites un scanner, il est mis sur le PACS et c'est envoyé sur le cloud d'ARVA. Et qu'est-ce qui nous revient? Il nous revient quasiment instantanément ce rapport avec les différentes mesures au niveau des différents segments de l'aorte. C'est totalement automatisé, totalement reproductible et ça prend que quelques minutes, contrairement à aujourd'hui un gros bout de temps. Ce que l'on voit là, c'est un résumé de ce que va mesurer l'algorithme et là on voit que 2 zones sont en rouge et c'est les zones qui sont dilatées, potentiellement pathologiques. Il va y avoir un focus sur ces zones et là on voit
Ça nous permet de vérifier que l'algorithme a mesuré au bon endroit et qu'il ne s'est pas trompé dans sa segmentation. Là, c'est un exemple, l'algorithme a vu qu'il y avait une endoprothèse, et c'est effectivement un cadre de suivi d'endoprothèse dans une dissection. Là, c'est une endoprothèse, cette fois-ci, qui est au niveau de la aorte abdominale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'automatiquement, il va comparer les mesures aux mesures effectuées sur les scans précédents. Donc là, on voit très bien que le diamètre maximal de l'aorte est en train de diminuer, donc le traitement est efficace. Je vous ai montré évidemment un cas où le traitement est efficace, mais on peut très bien voir l'inverse et donc programmer une intervention secondaire. Ça, c'est la publication dont je vous parlais. Deuxième point, donc je vous ai dit, on veut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et précis dans ces mesures de scanner, mais ensuite, on veut gagner du temps sur la conception de ces endoprothèses et surtout, on veut mieux être plus efficace dans la façon de choisir le design d'endoprothèse. Est-ce qu'il faut des fenêtres, est-ce qu'il faut des branches, à quel endroit? Et c'est là où le travail que l'on réalise avec la Predisurge et les mines de Saint-Étienne nous permet d'avancer. Donc l'idée, ça a été de modéliser, faire une simulation numérique des endoprothèses. Donc l'endoprothèse, je vous rappelle, c'est une structure métallique et une structure en polyester ou en PTFE. Et donc, vous voyez, on va mettre ces endoprothèses numérisées dans l'anatomie du patient, et ce qui va nous permettre de savoir si la prothèse que l'on a conçue, que l'on a choisie, s'adapte bien à l'anatomie du patient. En plus, grâce à leur technologie, on peut faire un sizing automatique de l'endoprothèse fenêtrée sur mesure. Vous voyez, l'algo définit exactement où doivent être positionnées les fenêtres. C'est fait en quelques minutes et non pas le mois de va-et-vient dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, si on doit choisir entre une fenêtre ou une branche, vous voyez ici, par exemple, à gauche, la branche pour la rénale gauche, elle est comprimée contre la lumière de l'aorte. Donc, ça veut dire qu'au cours d'intervention, on risque d'avoir des soucis pour accéder à cette rénale gauche. Donc, grâce à la simulation numérique, on peut se dire que ça, c'est pas le bon design pour l'endoprothèse. Et évidemment, si l'endoprothèse est simulée, les propriétés biomécaniques de l'aorte aussi sont simulées, ce qui fait la différence avec les impressions 3D rigides que l'on voit de temps en temps. Quelques exemples ici, un papier qui nous a permis de valider le sizing, donc la conception de l'endoprothèse automatique. Et dans ce papier, on a aussi regardé les images du scanner post-opératoire et on a comparé à la simulation numérique. Et vous voyez qu'elles sont complètement superposables. Donc, c'est-à-dire que si on veut savoir comment l'endoprothèse va se positionner à l'intérieur de l'aorte d'un certain patient, on fait une simulation et on le sait. Je vais passer un petit peu là-dessus. Je vous parlais de ces modèles 3D rigides, ces impressions 3D rigides. Vous voyez ici, tout avait l'air bien pour l'endoprothèse, mais en faisant la simulation numérique, on voit qu'en fait, si on enlève cette rigidité de l'impression 3D et qu'on utilise une vraie simulation de l'aorte, on voit en fait que la fenêtre, elle est un petit peu trop basse et donc il a fallu changer la conception de cette endoprothèse. Et là, un cas qui aurait dû bénéficier de la simulation, une endoprothèse de la Croze, regardez ce qui s'est passé, une grosse fuite en post-opératoire parce que la prothèse avait été mal conçue, trop large, et ce qui fait qu'elle s'est infoldée sur elle-même, comme on dit en français, et la numération aurait permis d'observer ça, et donc on aurait changé le sizing si on avait fait une simulation pour ce patient. Donc tout ce dont je viens de vous parler va être inclus dans une plateforme digitale qui fait partie de notre RHU. L'étape d'après, une fois qu'on a conçu la prothèse, il va falloir la fabriquer. Je vous rappelle, 2 à 5 mois aujourd'hui. Maintenant, on va demander une expertise d'impression 3D. Et là, on a deux partenaires qui sont très impliqués, entre autres, qui vont nous permettre donc d'imprimer en 3D et la structure métallique qui sera du nitinol, donc c'est un alliage de nickel et titane avec une mémoire de forme, et l'enveloppe étanche qui, dans notre projet, sera du PTFE, comme on le voit ici sur la diapositive. Donc, un des acteurs qui va être très impliqué dans le RHU sur l'impression 3D est 3D MedLab, qui ont une grosse expérience dans l'impression 3D d'implants orthopédiques. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit il y a quelques minutes, et évidemment une expertise dans l'impression du nitinol, et c'est pour cette expertise qui
qu'ils ont rejoint notre RHU, et avec en plus l'expertise d'avoir mis sur le marché pas mal d'implants imprimés en 3D. L'autre partenaire est aussi du Sud et aussi de Montpellier, l'Institut Charles Gérard. Eux, ça va être pour leur expertise sur ce qu'ils appellent ça de l'additive manufacturing de PTFE. Donc sur la structure métallique en nitinol, on va aller mettre le PTFE pour à la fin avoir une endoprothèse, comme vous le voyez en bas ici, complètement finalisée par ce 3D print. Donc là, encore une fois, le fait de complètement automatiser, finalement de 2 à 5 mois, parce qu'aujourd'hui, c'est fait à la main, notamment pour la société Cook en Australie. Là, ça va être les imprimantes qui vont nous permettre de sortir ces endoprothèses plus rapidement. Et on va passer à la partie guidage pair-opératoire. Il y a quelques années, on avait publié ce papier qui montrait qu'une fois que vous allez monter le lanceur de l'endoprothèse sur un guide rigide, vous allez changer l'anatomie de l'aorte. Et donc, les masques de fusion dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, ne sont pas tout à fait précis puisque l'aorte change au fur et à mesure de l'intervention. Et on peut voir, par exemple, que c'est notamment très vrai au niveau des axes iliaques. Vous voyez ici l'axe iliaque droit. Quand vous montez un lanceur dedans, il se rigidifie et donc le masque de fusion n'est plus du tout précis. Et donc l'idée est d'avoir des recalages automatiques par la simulation, et ça c'est un travail qui est fait en collaboration avec Predisurge et General Electric. L'autre intérêt, ça va être comme on va pouvoir prévoir les mouvements, et on va pouvoir parfaitement localiser l'origine des différentes artères cibles et pas se retrouver avec un marqueur qui n'est pas au bon endroit et finalement une branche qui n'est pas assez loin dans l'artère cible et donc qui ne va pas donner une étanchéité et éviter ce genre de fuite par exemple parce que la prothèse n'a pas été mise suffisamment proche des artères rénales. Et je vais finir mon topo en me focalisant sur un dernier point qui est l'impression 3D. Je vous ai parlé tout à l'heure des impressions 3D rigides. Et nous, on a la chance de travailler avec Biomodex qui nous propose des impressions 3D qui sont vraiment très proches de ce que l'on observe dans la vie réelle en fait, et donc on va pouvoir utiliser ces impressions 3D connectées à un système, une pompe pulsatile, et dans notre salle hybride que nous avons à Marine-Lanlon qui est dédiée à la recherche et à la formation, on va pouvoir faire des interventions guidées par l'image, vraiment en conditions réelles. Donc, hop là, on a sauté une diapo. Ah non, il y a une diapo qui est disparue. Elle ne veut pas venir. Donc, ce que je vous montrais dans la diapo qui n'apparaît pas, c'était donc la formation des jeunes. On leur fait faire des interventions en conditions réelles, et ce qui permet ensuite que lorsqu'ils vont devenir opérateurs principaux, ça leur permet de faire ces interventions plus rapidement avec moins de rayons, moins de produits de contraste, et donc des meilleurs résultats. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de finalement tester des nouveaux concepts, et ici par exemple un endobental, une réparation de la racine aortique sans ouverture, avec une endoprothèse avec des branches et avec une valve intégrée. Comme on ne l'a jamais fait, on fait faire une impression 3D d'une aorte pathologique, et vous voyez ici l'aorte ascendante est dilatée, on voit ici les coronaires, tout ça est connecté au système pulsatile. Vous voyez, on injecte du produit de contraste et on a fait l'intervention. On a pu vérifier en 3D à la fin que tout était bien en place, et voici l'image, et on peut même faire une autopsie entre guillemets de notre 3D print pour vérifier qu'à l'intérieur tout est bien en place. Donc deuxième intérêt. Troisième intérêt de ces impressions 3D, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pre-clinical testing pour les différents labos de devices, que ce soit les endoprothèses, des stents. Là, on a créé, c'est mon collègue Dominique Fabre qui a fait ça, un modèle d'anévrisme pararénal chez le cochon. Pour à la fin de l'intervention, on a réalisé, comme c'est dans la salle hybride, une acquisition 3D, ce qui nous donne ce scanner qui nous permet de commander une endoprothèse fenêtrée. Puis on a implanté chez ce cochon, avec cet anévrisme créé, cette endoprothèse avec ces stents que l'on est en train de tester. Et on a pu obtenir des autorités européennes de finalement diminuer par moitié le nombre de cochons que l'on va tester en utilisant notre modèle de 3D print. Donc le premier cas sera fait demain d'ailleurs, et donc vraiment une vraie révolution dans le pre-clinical testing des devices qui vont être mis sur le marché.
Voilà, mais écoutez, je suis presque à l'heure. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie tous les partenaires impliqués là-dedans. Je n'ai pas pu tous les citer, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Stéphane, tu peux rester. On va peut-être ouvrir la discussion. Au moins, je pense qu'il doit y avoir certainement des questions à te poser. Qui veut prendre la parole? Iraj, sur l'intervention de Stéphane, et puis Sophie, on lui posera également des questions. Je voudrais d'abord vous féliciter par tout ce travail que vous nous présentez et qui est l'évolution normale habituelle de vasculaire. Je voudrais poser 3 questions. Premièrement, dans le cas des anévrismes thoraco-abdominaux, comment vous réglez le problème de l'artère médulaire? Deuxièmement, dans le cas d'anévrisme aorto-abdominal sous-rénal, est-ce que vous mettez un obturateur sur l'artère mésentérique inférieure pour empêcher l'alimentation du sac anévrismal restant? Et pour troisièmement, est-ce qu'il reste encore des lésions aortiques qui ne sont pas accessibles à cette technique? Merci beaucoup pour vos questions et très à propos. Alors, thoraco-abdominal, l'artère médulaire, l'artère d'Adamkiewicz, ce que l'on a appris notamment avec les travaux de Randy Grip à New York, c'est que finalement, c'est ce qu'ils appellent un collateral network. C'est pas uniquement l'Adamkiewicz qui est impliqué, et il y a beaucoup d'autres intercostales et des branches qui viennent de l'artère vertébrale, l'artère sous-clavière gauche et des artères iliaques internes. Donc l'idée a été de prendre en charge ces patients en plusieurs étapes. Et donc généralement, quand on doit faire un thoraco-abdominal de type 2, on ne va pas couvrir l'aorte de haut en bas en une fois. On va préconditionner la moelle en couvrant la partie proximale et puis en revenant quelques semaines après en couvrant la partie distale. Là, on fait partie d'une étude européenne H2020 qui s'appelle PAPA-ARTIS, où on fait du préconditionnement de la moelle par de l'embolisation sélective des intercostales. Et on en embolise 2-3 par séance pour que le jour de l'intervention, finalement, ça ne change pas grand-chose à la vascularisation médulaire. Donc, on a complètement changé la façon de voir, et heureusement, parce que j'ai maintenant traité peut-être 800 ou 900 thoraco-abdominaux, et notre taux de paraplégie est de l'ordre de 2 à 3%. Et donc, heureusement que cette Adamkiewicz, on peut la couvrir. Mais si on fait la réparation de haut en bas comme on le faisait au départ, on avait plutôt un taux de 10 à 15% d'ischémie médulaire. Donc, la question était vraiment très à propos. Deuxièmement, pour la mésentérique inférieure, c'est un vrai changement qui a eu lieu il y a maintenant moins de 5 ans, où un des problèmes de ces exclusions endovasculaires, c'est que toutes les petites branches de l'aorte pouvaient alimenter de façon rétrograde le sac anévrismal après la mise en place de l'endoprothèse. Et donc, au lieu d'attendre de voir s'il y avait une fuite et éventuellement de la traiter par embolisation, on est maintenant agressif comme vous le suggérez, c'est-à-dire que si on a une mésentérique inférieure perméable au début de l'intervention, évidemment, on vérifie d'abord que la mésentérique supérieure et les iliaques internes sont bien perméables, et on va sélectivement aller mettre avec les techniques de fusion et avec les cathéters orientables. Maintenant, c'est assez simple, on va aller mettre des coils ou un petit emplaceur. Et il y avait une troisième question sur... Oui, est-ce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas traiter? Alors aujourd'hui, oui, je veux dire, on est maintenant très bon dans la crosse. On est très bon dans la crosse si l'aorte ascendante a été opérée par un chirurgien cardiothoracique. C'est-à-dire qu'on a l'étanchéité parfaite dans un tube. Par contre, sur la racine aortique, sur le benthal, pour l'instant, ça reste du projet. Je ne sais pas si avant ma retraite, on en fera. Mais j'allais dire que si la dissection aiguë de type A, la racine aortique, ce n'est pas notre domaine pour l'instant. Alors, il y a des travaux en cours, on verra dans les années qui viennent. Mais par contre, à partir de la crosse jusqu'aux iliaques, on a des solutions quasiment pour tous les patients. Évidemment, il y a des vrais challenges quand il y a des tortuosités extrêmes, lorsque les vaisseaux cibles sont très pathologiques. Oui. Est-ce qu'il y a une question pour Sophie? Merci. Alors, c'est parfait. Oui, moi, si tu veux que je veux te présenter. Patrick Chaboche, je suis chirurgien orthopédiste. Ma question est Merci Sophie, si vous voulez bien vous rapprocher pour répondre. Comment êtes-vous certaine de respecter le bon contrat biomécanique correspondant à chaque patient en lui mettant la bonne prothèse? Pourquoi cette question? Actuellement, même en respectant les axes, la rotation, les tensions musculaires ou ligamentaires, il y a encore 20% d'échecs. Et on ne comprend pas pourquoi. D'où ma deuxième question, si vous permettez. Est-ce que vous envisagez dans les prothèses d'intégrer des capteurs, comme le fait l'équipe de Brest, qui l'a présenté ici même d'ailleurs, pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment exactement ça marche?
Merci beaucoup pour vos questions. La première question, en fait, c'est plutôt celle de la planification chirurgicale que nous, on prend comme une donnée d'entrée. C'est-à-dire la promesse de la robotique et notre expertise qui se base, qui est plutôt sur l'intraopératoire. C'est l'exécution parfaite et de manière la moins invasive possible d'une planification préopératoire qui a été réalisée par le chirurgien à l'avance. Donc là, on est quelque part agnostique sur la philosophie de pose, la philosophie d'alignement, alignement mécanique, alignement cinématique, etc. On laisse ça aux chirurgiens. Mais ça donne 20% d'échecs encore. Alors, c'est 20% d'échecs, je veux pas polluer l'assemblée qui n'est pas uniquement composée d'orthopédistes. Alors, la littérature est assez claire sur les 20% de patients insatisfaits après l'opération. Et l'instrumentation conventionnelle qui donne à peu près 30% de cas d'alignement aberrant, c'est-à-dire à plus de 3 degrés ou 3 mm de ce que le chirurgien avait prévu lui-même d'exécuter. On n'est pas, la littérature à notre connaissance, et on a fait une revue d'évaluation clinique basée sur à peu près 500 papiers, la corrélation directe entre l'alignement et la philosophie d'alignement et la satisfaction patient et les scores auto-reportés est pas complètement explicite. L'insatisfaction patient aussi, elle peut découler notamment, elle provient beaucoup de douleurs post-opératoires qu'on n'arrive pas toujours à expliquer et qui peut venir de lésions au tissu mou qui sont pas détectables en radiologie post-opératoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère évidemment diminuer avec le tracking en temps réel, typiquement de la lame de scie oscillante par rapport à l'anatomie patient pendant la chirurgie. Oui. Voilà, ça c'est la première question. J'espère y avoir répondu. Et la deuxième, nous on fait de la robotique et de la technologie intraopératoire. On ne fait pas d'implant. Et du coup, c'est l'occasion justement de discussions passionnantes avec nos confrères, consoeurs qui fabriquent des implants. On discute aujourd'hui avec un certain nombre de sociétés d'implants orthopédiques qui, pour beaucoup, à l'exception des 4 grands géants américains, qui sont d'ailleurs pour moitié équipés de robots français. Je pense à MedTech et aux sociétés de Stéphane Lavallée aussi, Orthotaxi et le robot Praxiteles. Donc il y a une vraie expertise en France sur la robotique en orthopédie. Nous, on discute avec des sociétés d'implants qui justement souhaitent s'équiper d'une technologie de pose intraopératoire à proposer à leurs clients. Mais ça n'est pas notre marché et ça ne le sera jamais. Oui, je repasse la parole à Stéphane Olon parce qu'on a une question sur le chat de notre ami Daniel Loisance, chirurgien cardiaque, que tout le monde connaît, qui te demande quel est le risque de dissection de l'aorte ascendante chez un patient porteur d'une réparation endovasculaire de la crosse. Et moi, j'aurais après une petite question personnelle. Alors, c'est effectivement un des risques de l'approche endovasculaire chez les patients qui ont des dissections, c'est une dissection de type B, c'est de générer une dissection iatrogène de type A. Donc c'est pour ça que tous les patients ne sont pas candidats et c'est pour ça que dans ma pratique, je ne traite pas les patients qui ont une dissection de type B avec une endoprothèse de la crosse, sauf s'ils ont eu une réparation ouverte de l'aorte ascendante, de façon à ce que l'endoprothèse aille se mettre dans une zone, dans une prothèse, ce qui élimine évidemment totalement le risque de dissection secondaire. Merci. Alors ma question, c'est il y a dans la salle des neurochirurgiens, des chirurgiens ophtalmos. On est tous confrontés à des pathologies vasculaires anévrismales sur lesquelles on a dans des endroits un peu compliqués. Est-ce que avec la modélisation des impressions 3D que tu fais, reperfuser, etc., à quel niveau de dimension artérielle tu peux descendre pour simuler des petites artères complexes, une terminaison de la carotide interne, un circuit cérébral compliqué dans lequel on a envie de s'entraîner parce que l'expérience qu'on a avec, en particulier avec la neuroradiologie interventionnelle complexe, c'est vraiment un exercice assez difficile qui demande beaucoup de temps, avoir des appareillages assez sophistiqués pour bien neuronaviguer. Et donc voilà, peut-être en simulation, ça peut être extrêmement intéressant. Alors, en tout cas, en impression 3D, et là je me suis focalisé sur l'aorte puisque c'était le sujet du RHU, mais en impression 3D, notre partenaire Biomodex a déjà toute une plateforme pour la formation des jeunes neuroradiologues et qui manifestement est très efficace. Et ensuite, tout ce qui est simulation, là je n'ai pas d'expertise en neuro et ailleurs, mais ce que je sais, c'est que dans notre domaine, tout ce qui est artères rénales qui peuvent
avoir des diamètres de 4, 5, 6 mm, sont parfaitement bien simulés. Et oui. Il y a une question peut-être qui rebondit sur ce sujet peut-être. Oui, Jean-Pierre Rosenbaum qui est ophtalmo. Oui, alors nous, les artères sont vraiment très fines dans l'œil. Alors effectivement, donc je pense que c'est impossible de l'imaginer en imprimante 3D ou autre. Alors c'est une question qui s'adressait à Sophie Cahen. C'était sur son option pour la chirurgie du futur, parce qu'on a. Il faut que tu reviennes. Voilà. Désolé de vous déranger. Je vais te demander, et puis je pense qu'il y a un orthopédiste qui est en ligne, qui est notre ami Jacques Caton, qui a sûrement une question pour toi. Alors, vous avez une vision différente de la chirurgie du futur par rapport à celle de Jacques Marescot, qui était venu il y a quelques semaines, qui nous avait présenté le chirurgien du futur comme une sorte de metteur en scène, qui finalement, à qui l'intelligence artificielle va proposer plusieurs scénarios, et finalement, le chirurgien va choisir le meilleur scénario, et ce sont les robots qui vont réaliser par leur précision cette chirurgie. Or, vous avez présenté la chirurgie du futur avec un chirurgien toujours présent. Donc, c'est deux options qui sont vraiment très différentes dans la vision d'avenir de la chirurgie. Je pense qu'elles sont réconciliables, déjà parce que dans le scénario que vous venez de donner, le chirurgien prend la décision, donc il faut bien qu'il soit présent quelque part. Et c'est voilà, donc c'est l'option qu'on prend aussi. Et le Graal de toutes les sociétés de dispositifs médicaux qui travaillent autour de la donnée en chirurgie, c'est justement d'être capable, à force de récupération de données et de traitement intelligent, de faire ce qu'on appelle de l'analyse prédictive, c'est-à-dire précisément de proposer des scénarios chirurgicaux avec, si possible, des statistiques sur les résultats patients en post-opératoire, et ensuite ce sera au chirurgien de choisir. Là où peut-être il y a une divergence que vous avez raison de souligner, c'est sur ensuite à qui revient l'exécution du geste en lui-même, l'exécution, et qu'est-ce qu'on veut dire par exécution quand dans notre cas il y a co-manipulation. Et là, je pense qu'il faut se rappeler un peu de la finalité. Et là, elles peuvent diverger pour les sociétés de robotique chirurgicale. Nous, on vise le très très grand marché. C'est-à-dire, on a pour objectif d'être un ancillaire quasiment standard, incontournable des blocs opératoires pour démocratiser l'accès. Et bon marché. Exactement. Donc c'est tout à fait. Et en fait, c'est la slide que j'ai passée puisque j'étais pressé par le temps. Mais j'ai une formation d'ingénieur, notamment en design to cost. L'équipe, avec nos chirurgiens et nos ingénieurs, on conçoit un dispositif depuis le début de manière à ce qu'il soit compétitif financièrement, avec les robots évidemment, mais avec des ordres de grandeur différents, et puis même avec l'instrumentation conventionnelle. Et du coup, ça impose des choix techniques. Et parmi ces choix qu'on assume totalement, c'est la présence du chirurgien pour manipuler le robot. La chirurgie autonome, c'est possible. La voiture autonome, pareil, on l'attend encore un peu, et on risque de l'attendre encore quelques temps. De notre point de vue, on est à des niveaux de maturité technologique qui sont encore un tout petit peu loin. Et finalement, le chirurgien revient moins cher que la machine. Le chirurgien, il sera là de toute façon, puisque de toute façon, il doit prendre une décision. Parce que c'est peut-être finalement, si on laisse un peu la main au chirurgien, peut-être il va coûter moins cher finalement. Et donc voilà, il faut peut-être avoir une forme un petit peu de limitation intellectuelle sur l'extension exponentielle des coûts de ces systèmes formidables, mais en même temps qui deviennent inaccessibles à une grande partie des pays du monde. C'est ça aujourd'hui. On parle de systèmes autonomes, etc. Il faut se rappeler qu'il y a 5 milliards de personnes dans le monde qui ont zéro à l'accès à la chirurgie. Donc, qu'elle soit chirurgie manuelle, chirurgie robotique, chirurgie whatever. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on permet une homogénéisation par le haut du geste chirurgical. Et on pense que la robotique et la technologie abordable peuvent aider. Et c'est là-dessus qu'on parle. Alors, excusez-moi, mais il y a beaucoup de questions et on a un emploi du temps un peu normé. Il faudrait pas trop déborder dans les réponses très courtes, s'il vous plaît, même si ça va vous frustrer. Mais il y a d'abord Jacques Caton, parce qu'il a posé priorité à ceux qui ont levé la main en ligne. Merci. Jacques, question courte. Oui, mais la question est très courte parce qu'en Sophie a en partie répondu à ma question. Je voulais savoir si le système qu'elle montre est lié à un type particulier de prothèse. Donc, elle a répondu que non, a priori. Et ma deuxième question est quel est le coût de toutes ces acquisitions et comment c'est financé? On revient à ma question. Voilà. Bon. Le coût de toutes ces acquisitions, qu'est-ce que vous voulez dire par acquisition? Les acquisitions, il faut un certain nombre d'examens préopératoires pour planifier la prothèse
du genou. Je suppose que ça n'est pas que la radiographie face profil, grand axe, etc. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un scanner, peut-être d'une IRM. Enfin, il y a un certain nombre d'acquisitions qui me semblent nécessaires. J'en sais rien. Peut-être que j'ai une mauvaise analyse des choses. Et je voulais savoir quel était le coût de ces acquisitions pour l'établissement hospitalier et qui prenait en charge le financement de cela. Ou si ça rentre dans le cadre, pour l'instant, d'une expérimentation. Non, c'est une excellente question et c'est une question qui se pose depuis quelques temps. On a conduit une étude avec dans un contexte américain qui est pas directement comparable mais qui est transposable sur l'équation médico-économique globale dans laquelle s'inscrit notre dispositif. Et c'est là qu'il faut voir qu'effectivement la planification chirurgicale, elle a potentiellement un coût puisqu'il y a une imagerie préopératoire qui dans notre cas effectivement doit être en 3D, mais elle permet d'économiser une quantité très significative d'ancillaires au bloc opératoire. Elle permet aussi d'économiser. Donc tout ça, c'est la stérilisation avant-après. C'est du temps de stockage, de manutention qui est souvent problématique quand il manque une pièce alors qu'on a déjà incisé le patient. C'est aussi du temps chirurgical. Aujourd'hui, la méthode conventionnelle, comme les méthodes robotiques, elle nécessite des phases c'est-à-dire pour faire cette géolocalisation des os qui chez nous est instantanée, ça prend, alors selon les études, qu'elles sont sponsorisées ou non par l'industrie. Excusez-moi, note de synthèse, ça coûte combien? 10 et 20 minutes. Non, mais justement, je réponds. Merci. Sur le fait que l'équation médico-économique, et on y reviendra si vous voulez en personne quand vous viendrez nous voir à Cochin, elle est largement positive, en partie du fait qu'on réduit énormément toute la complexité logistique et le temps de la chirurgie. Ça, c'est une bonne réponse. Il y a un complément de réponse peut-être de Stéphane qui veut sur cet aspect peut-être des coûts. Sur les coûts, parce que c'est très important. Aujourd'hui, une endoprothèse sur mesure, ça coûte entre 15 et 20 000 euros. Tout ce que l'on développe dans le cadre du RHU vise à diminuer le coût de production de ces prothèses parce que tout est automatisé et ça va permettre de diminuer les coûts chez nous et deux, de pouvoir accéder à des marchés qui aujourd'hui peuvent pas, des pays qui ne peuvent pas se payer ce type de technologie. Voilà, parfait. Il y a une dernière question, madame, qui veut bien se présenter avant de... Pascalie, ingénieure biomécanicienne, donc ENSAM, Institut de biomécanique humaine Georges Chartaille. Bravo d'abord pour votre belle présentation, mais j'ai beaucoup aimé le commentaire sur le contrat biomécanique. Est-ce que vous ne pensez pas que dans la chirurgie du futur, c'est vraiment la chaîne complète depuis l'analyse personnalisée du patient et les big data ne sont pas suffisants? J'ai beaucoup aimé aussi dans la présentation précédente le modèle biomécanique derrière, personnalisé, la planification basée sur ce contrat biomécanique et l'évaluation ensuite chez le patient. Est-ce que dans votre vision du futur, vous pensez, vous alliez vous associer, mais aller vers une chaîne complète autour du patient? Merci. Réponse courte. Excellente question, ça c'est la réponse courte. On est une start-up avec des moyens limités et un objectif très clair, donc on se focalise aujourd'hui, mais on regarde évidemment toute la question des modèles biomécaniques et je regardais Nicolas parce que c'est l'équipe robotique et intégration et Nicolas en particulier qui ont beaucoup regardé ces sujets avec notamment le framework computationnel SOFA, il me semble, de computation biomécanique que vous devez connaître, qui sont des éléments qu'on réfléchit à intégrer à une solution de planification chirurgicale qu'on serait amené à développer. Mais ça, c'est vraiment des développements à l'avenir. Parfait. Tout à fait. Merci. C'est Jean-Claude qui prend le relais pour présenter l'orateur suivant. Oui, je veux bien présenter effectivement. Alors j'ai demandé à Philippe Bancteux, je crois que c'est lui qui vient. Je crois que Robocat, on est tous vraiment dans l'attente de voir cette présentation. On suit les évolutions et vraiment toutes les. Vous pouvez nous dire qui est Robocop ?